Retrouvez Manger c'est voter avec le concours général agricole. Bonjour. Tous les monolithes sont bien alignés pour ce nouvel épisode de Manger c'est voter. Vous le savez, nous sommes à Carnac et nous allons visiter aujourd'hui le Morbihan. Mort, c'est la mer en breton, Bihan, petite, la petite mer, c'est le surnom du golfe du Morbihan. Et on va sillonner ce département en compagnie de Muriel Jourdain, la sénatrice Les Républicains et présidente de la commission des lois. Vous allez voir, c'est un département merveilleux et on n'a pas fini d'en découvrir. Voilà cette fameuse citadelle de Port-Louis. Pour une fois qu'elle n'a pas été faite par Vauban, celle-là, mais par Corbineau. Oui, enfin bon, elle doit m'attendre là-bas. Bonjour Madame le sénateur. Je comprends mieux pourquoi vous m'avez donné rendez-vous ici. Pour prendre un canon. Évidemment. Vous m'avez eu. Hein. Je ne sais pas si je serais venu si c'était un canon comme ça. Je vous promets qu'on boira du cidre tout à l'heure. Je vous promets. Ah, dites donc, quel point de vue, quel panorama. C'est magnifique. On peut faire un peu le tour des remparts ensemble? Bien sûr, avec plaisir. Parce que ici, vous êtes chez vous, Madame le sénateur. Ah, je dis Madame le sénateur, la fonction prime? Oui, moi je dis le madame le sénateur. Alors, Madame le sénateur, on est chez vous ici, à Port-Louis. Oui, enfin c'est une commune dans laquelle je vis depuis plus de 25 ans, mais je suis originaire de l'autre côté de l'Orient. Ah, vous êtes une étrangère, vous êtes de l'autre côté de la rade. J'ai traversé la rade. Ouais. J'ai été assez bien acceptée puisqu'ils m'ont élue au moins pendant 6 ans maire de la ville. Donc je connais bien cette ville et j'en suis conseillère départementale depuis 2015. Je suis partie pour mes études de droit à Rennes. Ouais. Ça reste la Bretagne. Bah oui, ça reste oui, la Bretagne. Mais voilà, et je suis revenue au barreau de l'Orient effectivement pour exercer pendant au moins 25 ans ma profession d'avocat. Oui. Mais est-ce qu'on garde, quand on est avocat, plutôt que juge, est-ce qu'on garde un regard particulier, un angle particulier sur les lois qui est toujours celui du justiciable, de la défense des droits du justiciable? Alors, il y a cet aspect des choses, mais il y a surtout le fait que quand on a été avocat et qu'on voyait les lois changer à peu près tous les 2 mois, on se dit qu'il faut être moins prolixe et qu'il faut moins modifier le texte tout le temps. Mais est-ce que vous avez foi en la justice? Et est-ce qu'au quotidien, dans le travail du Sénat, vous sentez justement la foi ou la confiance que peut avoir la société dans votre jugement collectif? C'est même l'inverse. Non. Je pense que malheureusement, aujourd'hui, faire de la politique est plutôt quelque chose qui vous dévalorise, que ça ne vous valorise aux yeux des gens. Parce que la politique... On prend des coups et pas beaucoup de caresses. Oui, mais c'est vrai, mais après, on le sait. Mais je pense aussi que la politique n'a pas toujours eu les résultats escomptés. En tout cas, les résultats promis. Donc, je ne me plains pas des coups qu'on peut prendre. On sait que c'est possible. Parce que je pense que l'action en vaut la peine, malgré tout. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, parce que moi j'ai du mal à saisir, la différence entre la façon de voter de la Chambre des députés et celle du Sénat? Nous avons une expérience qui n'est peut-être plus partagée aujourd'hui par les députés. On est plus calme, on a plus de recul, on est moins sous le regard de nos électeurs, parce que nous les connaissons tous. Ouais. Et ça fait certainement la différence dans un comportement humain qui, à l'Assemblée nationale, aujourd'hui, est un spectacle que chacun appréciera. Bon, avec cette belle journée, je sais que vous allez me faire visiter une Bretagne rêvée. On y va? On y va, c'est parti. Découvrons ensemble les parcelles et les serres de maraîchage de la ville de Vannes. C'est monsieur le maire qui nous propose la visite guidée de ce potager municipal. Ronan, son jardinier, nous montre les légumes qui rejoindront les tables des crèches de la ville, cuisinés par Isabelle pour le plus grand bonheur des petits-enfants. Après cela, direction un autre genre de crèche, la nurserie des petits cochons de Sylvain à la ferme Bio-Cochon. Et comme la visite donne soif, Jean-Michel nous attend dans son verger avec un verre de son cidre d'exception, le Royal Guilvic. Puis la journée s'achèvera chez Jeff, au bord de l'eau, à l'ombre des pins, une huître en main pour déguster l'océan. Mais avant l'océan, l'Océane, direction la ferme d'Océane, une jeune éleveuse pleine d'énergie qui met son amour dans ses yaourts. En route. Bonjour Océane, Vincent. Bonjour. Océane, bonjour. Bonjour les filles. Océane, 23 ans. Oui, c'est ça.
C'est l'exploitation familiale, je suppose? Exactement, je suis installée depuis 1 an avec mes parents. C'est dans le but aussi de créer mon atelier de transformation et vente directe sur le site avec mes parents. Et vos parents, ils faisaient déjà de la vache laitière? Oui, ouais, ça fait 30 ans qu'ils sont installés tous les deux. On les Combien de identifie. bêtes vous avez sur votre exploitation? On a 130 vaches laitières sur l'exploitation. 130 vaches, il faut être combien de personnes pour s'occuper de 130 vaches? Aujourd'hui, sur le site, on est 4 personnes à un plein temps sur le site. 4 personnes à plein temps. Nous, sur notre entreprise, on a 310 hectares. Ouais. Et les 310 hectares partent uniquement pour l'alimentation des vaches. On ne vend strictement rien. On le valorise à 100%, quoi. C'est bien. Et ça, c'est plutôt bien hein, Oui. de pouvoir vivre en autarcie agricole. C'est très très bien et ça ne rend dépendant de personne. Et puis au moins vous maîtrisez le produit du début à la fin. On a besoin d'agriculteurs. Hein. Tant qu'on mangera 3 fois par jour, on aura besoin d'agriculteurs. Donc voir une si jeune femme comme Océane reprendre avec autant d'enthousiasme, avec une vraie idée sur ce qu'elle fait, hein, de vraiment ça part du sol et ça arrive ensuite dans le produit qui est transformé. Bien sûr. Ben, c'est formidable. On se dit qu'effectivement l'agriculture a de l'avenir. J'ai toujours voulu m'installer chez mes parents depuis 5 ans. Elles sont pas contentes parce qu'elles sentent qu'on leur laisse pas la parole. C'est ça. Je sais pourquoi. C'est parce que dans ce troupeau, il y a un mélange de Holstein et de Normande. C'est ça. Et les Normandes en Bretagne, elles manifestent, en fait, elles militent. Bah ouais, ils prennent leur place. Hein. Vous êtes en agriculture conventionnelle? Oui. Vous vendez tout sur place? Vous avez un réseau de distribution? Alors, donc, en vente directe, j'ai le magasin, donc en centre-bourg à Camors. Ouais. Et autrement, je fais des livraisons pour les professionnels, donc en magasin, restaurant, épicerie. Combien vous êtes dans la fratrie? On est 3 sœurs. Et Comme l'autre chez moi. sœur, elle est installée en poule pondeuse. Quoi? Oui. Vous avez une renégate parmi les 3 sœurs? Il y a 2 sœurs qui font les vaches et la 3e a dit moi ce sera les poules? C'est ça, ouais. Vous lui vendez un peu de maïs ou pas? Non. Non, Non. elle veut pas votre maïs. Non, elle ne peut pas prendre nos aliments parce qu'elle est en bio et c'est très Elle strict. fait des œufs bio? Oui, ouais. D'accord. Et l'alimentation est très stricte en poule pondeuse. Madame le sénateur, le beurre en Bretagne, c'est pratiquement l'aliment premier. En tout cas, ce qu'on retrouve dans tout. En tout cas, il est sur la table. On mange du beurre, on fait du beurre, on mange du beurre, on aime le beurre et on a raison. C'est excellent le beurre, y compris pour la santé d'ailleurs. Hop, olé. C'est mon âme de torero. Je vais vous dire ce qui me plaît, moi. C'est qu'on a une jeune femme, sa sœur, son autre sœur qui fait des poules. On ne parle pas de garçons. Ce sont des exploitantes agricoles en autonomie qui n'ont besoin de personne. Là, vraiment, se pose même pas la question de savoir si on est un garçon ou une fille au moment de reprendre l'exploitation. Hein. C'est aussi un métier de femme. Hein. Il y a eu toujours des agricultrices, hein. Oui. Mais on en parlait peut-être moins. Mais non, c'est manifestement un métier de femme. Et puis quand on connaît les sœurs Cadoré, hein, on peut faire des gâteaux, hein, entre les œufs, la crème, le lait, le beurre. Tout ce qu'il faut. Ouais, c'est clair. Ah, on peut faire des beaux fards, là. Hein. Alors je suis un tout petit peu surpris parce qu'on est en périphérie vantaise, pleine zone commerciale, on passe le rideau d'arbres et on arrive dans le maraîchage. Et oui, on arrive alors dans le maraîchage, un maraîchage un peu particulier. Ce sont les serres municipales de la ville de Vannes, où ils cultivent des légumes et des fruits. Nous allons voir ça en agriculture biologique. Bonjour David. Monsieur le maire, bonjour. Bienvenue Vincent, à la ferme du Péréno. Voilà le maraîcher. Oh, dis donc, là il y a déjà de la belle tomate. Hein. Monsieur le maire, c'est un peu votre potager ici. C'est mon potager, c'est une vraie fierté, effectivement. Roland a relevé le défi, effectivement. 900 kilos il y a 6 ans, 7 tonnes l'année dernière, semé à Vannes, ça pousse à Vannes, c'est cueilli le matin, c'est dans l'assiette le midi. Vous êtes tout jeune, comment est-ce que vous êtes arrivé dans cette serre municipale? Une annonce, tout simplement, une Oui. annonce sur Pôle emploi, comme quoi la ville de Vannes recherchait un maraîcher, quoi. Est-ce que sur le plan économique, on s'y retrouve aussi? Bien sûr que nous sommes gagnants. Aujourd'hui, le poste chargé de Roland, c'est 40-45 000 euros. Moi, j'encourage vraiment les élus qui ont un peu de surface agricole, qui trouvent des perles rares comme Roland aussi. Il faut trouver la bonne personne à un moment. Hein. Et avoir la volonté. Et avoir la volonté. Ça n'est pas intéressant qu'économiquement, c'est aussi la fraîcheur assurée. Ça reste 2-3 jours en chambre froide au grand maximum. Puis on est labellisé en bio, on a eu la certification en 2021 maintenant. À un moment, demain, j'en suis persuadé, les communes s'associeront. Et on voit bien qu'on revient la nourriture ici en circuit très court. Les écoles reprennent des cuisinières. Je pense qu'on fait une marche arrière par rapport à cela. Et c'est pour le bénéfice de tout le monde. Et puis c'est de la terre cultivée, c'est du CO2, c'est assez génial. C'est du bonheur, donc c'est du bonheur, il faut le dire. On vit dans un monde qui est tellement pessimiste, on nous montre que ce qui ne marche pas. Ici, il y a quelque chose qui marche.
qui fonctionne, qui n'est pas hyper compliqué, qui est moins cher que si on achetait. En gros, on a trouvé notre rythme de croisière avec les crèches où on fournit, je ne vais pas dire la totalité, parce que sur la saisonnalité, il y a des choses que des fois elles aiment bien acheter en amont, que nous, en Bretagne, on n'arrive pas encore à produire, par exemple de la courgette tôt dans la saison. Mais aujourd'hui, sinon, tout le reste des légumes qui sont cuisinés, on va dire 80% des légumes qui cuisinent sont faits ici. Muriel, hein, je crois que tout est dit. Hein. Franchement, il n'y a plus qu'à goûter. Elle est loin, la crèche? 4 km maximum. Bonjour les enfants. Bonjour, bonjour. Ah, voilà les clients du restaurant. Et je sais qu'à cet âge-là, les clients sont difficiles en général. Je ne peux pas rester, je dois vous quitter parce que j'ai une réunion. D'accord. Mais je vous laisse dans les mains d'Isabelle, la chef de ce superbe restaurant. Ok, merci monsieur le maire. À très bientôt. Ah, je crois que c'est la chef qui arrive. Bonjour chef. Isabelle, c'est ça? Bonjour Madame la Sénatrice. Bonjour Isabelle. Écoutez, on est bien chez vous. On n'a pas été encore très nourris. Hein. Peut-être on se rattrapera tout à l'heure. Il y a tout ce qu'il faut. Mais on a vu en tout cas qu'il y avait le panier, la cagette de chez Renan, dont on revient là à l'instant. Et on voit que le circuit est extrêmement court, Isabelle. Très court. On a les légumes qui sont fournis par Ronan. Il nous livre autant de fois que nécessaire dans la semaine. Et grosso modo, c'est combien? 2 fois par semaine. D'accord. Il nous fournit à peu près la liste des légumes qu'il peut avoir la semaine d'avant pour qu'on puisse établir des menus en fonction de sa production. Ah, vous voulez dire que vous faites la cuisine du marché ici? Complètement. Tout ce qui vient, tout ce qui est apporté ici auprès de la crèche, que ça s'entend autant au niveau du maraîchage que des laitages, que de tout. On est avec des produits de ferme, avec des produits labellisés. On a des poissons qui viennent de la criée le matin même. Ah ouais. On passe du poisson frais entier. Ah ouais. Ah oui, donc il y a un vrai travail. Il y a un vrai travail. Mais vous avez une formation de cuisinière, on va dire, indépendante? Je viens de l'école hôtelière. Ah bah voilà, d'accord. 15 ans d'hôtellerie. Et avant de passer en resto-co? Oui. Ouais. Parce que notre travail aussi, c'est d'intégrer le maximum d'allergènes dans les menus des enfants. Parce qu'on est dans des étapes d'âge où il y a beaucoup de choses qui se passent auprès des enfants. Plus on les intègre tôt, avant les 10 mois de l'enfant, mieux c'est pour l'enfant. C'est très intéressant parce qu'on va au-delà de cuisiner local et de produire. Il y a une vraie réflexion sur l'alimentation. Et un enseignement, oui, hein, même qui est donné. Tout à fait, tout à fait. Bravo. Alors j'ai la chance d'être complètement libre dans mes choix. C'est vrai? Complètement. Ça, c'est vraiment cette chance-là. On a tout. Les produits et la liberté d'eux. Je ne trouve pas de fausses notes. Je sais pas votre impression. C'est exactement le cas. Et moi, j'ai coutume de dire que ce qu'on apprend enfant, on le sait pour toute sa vie. Ben, ici, on apprend à manger. Et on le saura pour toute sa vie. Le but est de réveiller les goûts, les saveurs et de prendre du plaisir. J'ai rarement mangé d'aussi bonnes fraises que celles de Renan. Ah, c'est vrai qu'à la crèche de Vannes, les enfants sont gâtés. Comme on disait avec monsieur le maire, en revanche, quand il s'agit de protéines animales, c'est plus compliqué. Hein, il faut quand même se fournir autour dans le département. Ils n'en élèvent pas, mais d'autres en élèvent. Regardez où nous sommes arrivés. Ah bah alors c'est merveilleux. Là je suis heureux. Bonjour Sylvain. Bonjour. Bonjour. Ah, vous avez les pieds dans le porcelet là? Ah bah oui, tous les matins on fait le tour. Quel âge ils ont vos petits cochons là? Donc là ils ont environ 1 mois. Les truies, les allaites jusqu'à quel âge? Donc en bio, bah, c'est obligatoire 1 mois et demi. C'est le cahier des charges du bio, ça. Et donc là, ils se baladent, ils vont de stall en stall comme ça? C'est ça, bah, nous on a fait le choix en fait qu'ils se connaissent tous dès la naissance. Ouais. Ils vivent en communauté. Voilà, tout à fait. C'est de la sociabilisation. Que là, on voit des cochons qui sont sains. Et vu que nous on est en bio, donc on va pas avoir d'anti-inflammatoire derrière. Qu'est-ce qui vous a fait passer du conventionnel au bio? Des soucis de santé via l'ammoniac. Ah, vous voulez dire le dégagement d'ammoniac dans les déjections? Je pouvais plus rester dans des bâtiments fermés. Soit je quittais le métier, soit je le faisais autrement. Ici, ça sent bon. Oh, je dirais pas que c'est le chèvrefeuille, mais ça ne pue pas comme parfois c'est. Non, parce qu'on va pas avoir de stockage de lisier dessous. On a aussi la partie espace. Hein, on va avoir moins de cochons au mètre carré, donc forcément, la dilution n'est pas la même, quoi. Donc voilà les jeunes truies. Les demoiselles. Qu'on appelle les cochettes. Elles sont pas farouches, hein? Bah, dis donc, mais j'ai rien à manger dans les poches.
Les jeunes qui s'installent et qui viennent, évidemment, ont des besoins de foncier, notamment, d'installation. Est-ce que les banques jouent le jeu ici? C'est une entreprise comme une autre, hein, une entreprise agricole. Ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des perspectives et qu'il y ait une capacité à avoir un modèle économique. Ah oui, on est d'accord. Moi, quand je me suis installé, les banques me demandaient une sécurité. On avait l'obligation de faire un contrat pour sécuriser tous nos investissements. Ça vous étrangle pas un peu la pression des deux côtés? On est obligé de les subir, on n'a pas le choix. Vous n'êtes pas entièrement votre patron, quoi? Non. En fait, on est aujourd'hui un des seuls métiers qui ne font pas ses propres factures. On reçoit les factures avec le chèque et si ça ne nous plaît pas, c'est pareil. On garde notre camelote, c'est tout. C'est terrible de dire ça, mais... Mais c'est la réalité. Aujourd'hui, une entreprise n'a pas le droit de travailler à perte, sauf en agriculture. Est-ce que vous percevez des aides, des subventions? Moi, après, j'en ai pas fait la demande parce que j'ai choisi un autre modèle, notamment avec la diversification par la ferme Péda. Ah, c'est une ferme pédagogique ici? On a toute la ferme pédagogique qui va être autour de nous. On a un labyrinthe de maïs, on a plein de choses qui me permet aussi de me sécuriser niveau salaire. Ces jeunes-là, ils ont quel âge? Donc là, en fait, on insémine tout le temps aux alentours des 9 mois pour une première mise bas à 1 an. D'accord, mais vous nous parlez d'insémination, vous n'avez pas de Vera? Venez, on va le voir. C'est notre Vera, c'est Momo. Il aime bien se faire gratter la couenne. Voilà, c'est ça. Dites-moi, Muriel, on est où ici? Alors ici, on est à Surzur, une quinzaine de kilomètres après Vannes, et bien sûr, on est dans une cidrerie. Et nous allons rencontrer Jean-Michel Nicole. Bonjour, c'est Jean-Michel, c'est ça? Bonjour, bienvenue. Bonjour madame la sénatrice, bienvenue. Je vous voyais en train de toucher vos pommiers. C'est quoi ces pommes là? Alors c'est la fameuse pomme variété Guilvic, voilà. Ah ça c'est vraiment le Morbihan, hein? Oui. Voilà, la royale? Royale, ouais. D'ailleurs, d'où son nom, le cidre Royal Guilvic. On dit le cidre prestige, voilà. Quand on goûte le Guilvic, on voit les autres cidres autrement après. Moi, il y a quelque chose qui m'a, je dirais pas choqué, mais qui m'a interpellé dès que je suis arrivé. C'est que vous irriguez, vous arrosez. Et justement, les pommiers, ils ont besoin de beaucoup plus d'eau qu'une culture classique. Donc on a un système d'étang où on collecte les eaux pluviales, on distribue pour économiser justement l'eau en goutte à goutte au pied des pommiers. Voilà, ça devient indispensable maintenant. Depuis combien de temps? Qu'est-ce que ça a changé? On parle du réchauffement climatique, voilà, du temps de mes parents, on n'avait pas besoin d'irriguer comme ça, voilà quoi. Le changement climatique, il existe, ils le disent, mais ça n'est pas qu'il tombe moins d'eau, c'est qu'elle ne tombe pas au même moment. Nous ne sommes pas en déficit hydrique ici. Nous, sur le côté réchauffement climatique, on voit que nous, maintenant, fin novembre, on a pratiquement fini le cidre. Alors que du temps de mes parents, il y avait 30 ans, c'était Noël et des fois, ils finissaient en janvier. Donc, on a pris un mois d'avance. Dès le début septembre, on commence à voir les pommes qui tombent et qu'il faut commencer à les ramasser. Du temps de mes parents, c'était octobre ou mi-octobre qui commençait. Jean-Michel, quel type d'agriculture vous pratiquez, vous, ici? Alors, on est en agriculture raisonnée. Voilà, on fait attention à ce qu'on fait. Hein, et vous voyez, hein, au niveau de la pomme, qu'elle soit belle ou pas belle, qu'il y ait un verre dedans ou pas de verre, un verre ça peut donner des protéines. Du goût. Voilà, hein? Tout est broyé. Hein, donc, et vu le coût d'achat de la tonne de pommes à ceux à qui on achète des pommes, ils n'ont pas intérêt à traiter, ça fait des frais supplémentaires. Hein, donc la pomme, elle est très très peu traitée. Et ce cidre-là, oui, il est assez exceptionnel. Et puis, il est artisanal ici, et ça n'est plus si fréquent. Oui, alors nous, une entreprise familiale, donc on savait qu'automatiquement nos enfants, c'est prévu depuis 3-4 ans, viennent derrière. Mais on a quand même été approchés par une grande cidrerie, surtout le label rouge intéressé du coup. Évidemment. Mais nous, on se bat justement pour que ces grands groupes, justement, auxquels ils achètent un artisan, mais qu'ils n'ont pas le droit de vendre sur l'étiquette artisanale un cidre qui est fait industriellement en passant par cette entreprise artisanale, quoi. Vous êtes un peu le Astérix du cidre, vous résistez à l'envahisseur, quoi, hein, c'est le village gaulois. Bon, je serais plutôt Obélix. Hein, je voulais pas le dire, hein, Jean-Michel, hein, je voulais pas vous gêner. Mais l'idée est bonne quand même. Je vous avais promis un canon ce matin à la citadelle. Ah, c'est ça le canon? Mais c'est ça le canon. Je l'ai attendu toute la journée. Mais ça valait la peine, vous allez voir. Goûtez. Moi, Muriel,
Amour, coquillage et crustacés. Mais c'est tout à fait ça, regardez. On est à la Perle de Quéant, Maison Quintin, un ostréiculteur bien connu depuis plusieurs générations. Oh là 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 là, oui, je comprends mieux. C'est ça la perle alors. Et la voilà. Produit estival, produit qui a 3 ans d'élevage, 3 ans passés sous la mer. On a des huîtres, nous, qui arrivent ici, qui sont en rivière de Crac. On les ramène dans le golfe du Morbihan, sur l'île aux Moines, brassés avec les courants du golfe du Morbihan. Beaucoup d'eau douce aussi, et beaucoup d'apport tellurique. Et on les ramène ensuite en rivière de Crac. Donc la stimulation fait que le produit grossit de façon optimale. Et on a un produit qui est de qualité exceptionnelle. L'huître n'a pas besoin de nous, mais on est là pour la façonner. On est là pour façonner le produit, on est là pour juste mettre comme un enfant, le mettre au bon endroit, au bon moment. C'est vraiment, on suit le cycle d'élevage. On a vraiment un cycle d'élevage. Je crois que vous avez 2 systèmes ici. Les poches, comme partout, qui sont des sacs d'huîtres, et puis vous avez un autre système. Et on a le support, ce qu'on appelle australien, qui est un support à balancelle. Donc on tend un bout en Kevlar, et on met des supports cylindriques qui, grâce à un flotteur en dessous, bouge naturellement avec la houle et la marée. Un peu comme un télésiège, entre une télésiège et une balançoire. Tout à fait, c'est un peu ça. J'essaye d'imager. Donc ça balance, et grâce à ça, on arrive à un produit qui est très galbé, parce qu'elle est polie tous les jours, la nature polie l'huître naturellement. Comment se porte le marché de l'huître, Jeff? C'est compliqué. On vendait 140 000 tonnes d'huîtres il y a 20 ans en France. Oui. On en vend 80 000 tonnes. On a divisé par 2 la consommation. Pourquoi? Parce que le produit est passé de mode. Alors c'est la mode l'été, en bar de dégustation, les bars à huîtres, il y a vraiment l'engouement festif. Ou juste à Noël. Ou juste à Noël. Si chaque Français mangeait une fois de plus des huîtres par an, on serait pas dans l'embarras. Là actuellement, il y a le frein à l'ouverture d'huîtres. Il y a l'inflation qui fait que les gens ont moins les moyens d'acheter des huîtres. C'est quand même un produit qui n'est pas cher, mais reste cher quand même pour le panier, pour le Français moyen. Et donc, on a aussi la peur d'être malade. Maintenant, l'huître est saine. Donc nous, on la produit dans des zones qui sont de qualité exceptionnelle au niveau de l'eau. On fait un produit qui est magnifique, et donc il faut manger des huîtres. Comment est-ce que vous êtes impacté par le réchauffement climatique? La faune et la flore ont évolué. On a beaucoup d'attaques par les dorades. Il y a 15 ans de ça, on n'avait aucune dorade en baie de Quiberon. On a des dauphins par centaines en baie de Quiberon. L'huître s'adapte au climat. Jusqu'à quand? Je ne sais pas. On est conscient de notre économie, on est conscient de la chance qu'on a d'avoir un tel produit ici qu'on peut mettre en valeur. Donc voilà, tout le monde fait en sorte, les professionnels comme les pouvoirs publics, de pouvoir continuer cette ostréiculture qui fait la chance de nos Morbihanais et puis la chance de tous ceux qui peuvent goûter aux huîtres. Et j'ai repéré chez vous, là-bas, une petite table en bois sous les pins. C'est assez tentant. On y va, c'est parti. Je vous suis. Venez, Muriel. Allez. On a bien mérité. On l'a mérité. Voilà le maître des lieux. Ouais, la belle Pompadour. Avec ces jeunes filles. Magnifique. Oh, elles sont belles. Ouais. Quelle couleur, là, dans le soleil déclinant? C'est un cadre paradisiaque qui permet aux ostréiculteurs de survivre, vu le contexte économique. Les ostréiculteurs, depuis 1 an, vendent en dessous du coût de revient. La faible demande fait que l'huître, elle est boudée. Et les ostréiculteurs souffrent, ils ont du mal à survivre. Et donc on se bat pour faire vivre les lieux de dégustation chez l'ostréiculteur, de façon, en 2 mois, à donner un petit sursaut, un coup de boost, un petit coup de boost au niveau de l'économie de l'entreprise, qui permet de redémarrer une saison d'hiver un peu plus serein. Je vous laisse déguster les Pompadours, je file à mes activités. Oui, merci Jeff. Merci. Madame le sénateur, aujourd'hui, tout le monde veut venir en Bretagne, et en particulier dans le Morbihan. Vous êtes colonisé, en fait. Moi, je suis assez satisfaite du fait que nous ayons des touristes. Le tourisme, c'est quand même de l'économie. Ça fait vivre le pays, quoi. Ça fait vivre le pays. Moi, il y a un mot que je trouve a été dévoyé, et en bonne partie à cause des Bretons. C'est le mot agroalimentaire. Et dans l'esprit des gens, à cause de production souvent intensive et industrielle, en Bretagne notamment, les gens pensent industrie agroalimentaire et oublient le terme agroalimentaire. Oui, mais je crois qu'on a une vision qui est un peu fausse des choses. D'abord, l'agriculture en France et aussi dans le Morbihan, elle est très familiale en France. On voit beaucoup de geeks, et on l'a vu d'ailleurs, en famille, des couples
des couples avec leurs enfants, enfin, des proches qui exploitent ensemble. Et ensuite, une fois qu'on a dit qu'on exploitait, enfin, il faut bien transformer. Et c'est ça l'agroalimentaire. C'est une étape après la production, une étape qui permet de nous nourrir tous, les Morbihanais et d'autres. Et donc, ce qu'on prend pour un productivisme répréhensible, ça n'est jamais que la capacité qu'ont nos agriculteurs à nous nourrir tous. Gardons quand même à l'esprit que les agriculteurs sont les mieux placés pour vouloir préserver cet environnement dont ils vivent aussi. Il faut que je vous dise que j'ai été très sensible à ce que vous m'emmeniez voir un producteur de porc bio. Et j'ai coutume de dire, et c'est un peu une boutade, mais on n'est pas loin du fait, 1 million de Bretons, 3 millions de cochons. C'est-à-dire cette industrie du cochon, du porc en Bretagne, elle a quand même fait d'énormes dégâts. Oui, c'est vrai, mais c'est en ça que je dis qu'il faut qu'on trouve un juste milieu. Moi, je pense que l'agriculture ne peut pas être que locale. Elle doit aller au-delà. L'agriculture, ça a été une des grandes forces commerciales de la France. On est d'ailleurs en train de perdre beaucoup de terrain et le Sénat l'a déjà dit depuis de nombreuses années. L'agriculture, elle doit aussi s'exporter. Mais moi, je ne suis pas de ceux qui opposent des deux modes de production. L'agriculture conventionnelle, l'agriculture qui produit, elle est nécessaire. Merci beaucoup, Muriel, de cette journée. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que nous à cette balade morbihanaise. On se retrouve très vite sur le canal 8 de la TNT ou sur publicsena.fr. C'était Manger c'est voter avec le concours général agricole.